Agnès Muller, Gilles Moreau. On est ensemble jusqu'à 12h30 avec Monsieur Jacques Weber qui joue ce vendredi soir au Centre culturel Léo Mallet de Mirval, le roman de Monsieur de Molière. Et on en parle avec Agnès Muller évidemment jusqu'à 12h30. Nous sommes ensemble sur France Bleu Héros. Oui, merci beaucoup Jacques Weber d'avoir pris le temps de venir passer un petit moment avec nous sur France Bleu Héros. On est ravis de vous recevoir. Merci de me recevoir. Oui. Voilà, Yann est ravi aussi parce qu'il était mort de trouille, parce qu'il faut quand même dire que ce garçon qui vient nous faire la météo fait des études au cours Florent, qui a ouvert une antenne que vous connaissez bien. Je suis un des tout premiers élèves. Voilà, et quand on lui a dit que vous seriez là aujourd'hui, alors je ne peux pas... Pression, depuis 8h ce matin, grosse bravo, pression, bravo. très grosse pression. Il a géré son stress, donc c'est très bien. Voilà. Jacques Weber, effectivement, avec nous jusqu'à 12h30. jusqu'à 12h30. France Bleu Héros midi. France Bleu Héros Midi qui accueille aujourd'hui Jacques Weber. Alors Jacques Weber, vous êtes venu nous voir à midi et on pourra vous voir, vous entendre ce soir à Mirval, au Centre culturel Léo Mallet de Mirval, avec un seul en scène. Hein, vous êtes seul, enfin accompagné de Molière quand même, avec ce roman de Monsieur de Molière. C'est pas mal comme compagnon. C'est pas mal du tout, oui. Oui, c'est une, non pas une lecture, mais disons que c'est une lecture, mais mise en vie. Enfin, où vraiment je m'amuse à raconter la vie de Molière, et j'ai choisi ce texte parce qu'il me semble être un des plus beaux, sinon le plus beau qui a été écrit sur Molière. Et pourtant, il vient de loin. Mikhaïl Bulgakov. Oui. Mikhaïl Bulgakov. Alors, on ne peut pas prétendre à raconter une vie exacte. D'ailleurs, c'est pas une entreprise pédagogique. Ce spectacle, c'est une entreprise vraiment de théâtre. Et Bulgakov avait ceci de particulier. D'abord, c'était un immense auteur de romans. C'était un grand homme de lettres, mais aussi un homme de théâtre. Qui ne pouvait pas jouer. Et qui avait, c'est pas qu'il pouvait pas jouer, c'est qu'il avait des relations extrêmement ambiguës avec Staline, donc à l'époque, et qu'il s'est servi donc de la vie de Molière pour contourner la censure et nous raconter avec toujours son style, c'est-à-dire qui frôle toujours le fantastique et d'un humour très 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 vivant, comme ça, très gourmand, pour nous raconter le rapport entre l'artiste et le pouvoir, les multiples pouvoirs qu'il y a à l'époque de la cour de Louis XIV, qu'on croit toujours que c'est très centralisé sur Louis XIV, mais non, justement pas. C'est une multiplicité de pouvoirs qui fait que c'est très difficile de travailler. Et voilà, donc c'est une œuvre très très importante. On ne peut pas prétendre à l'exactitude quant à la vie de Molière, puisque comme chacun sait, ou comme certains savent en tout cas, sa vie nous a été racontée après par Grimaret. Donc on n'a pas de choses très très exactes sur sa vie. Est-ce que c'est la vie romancée de Molière ? Oui, c'est forcément romancé. Il n'y a pas une vie de Molière qui puisse prétendre à l'exactitude à l'heure actuelle, puisque les témoignages que l'on en a sont posthumes. Et si vous voulez, le seul document que l'on ait à peu près correct, c'est le fameux cahier de Lagrange, mais qui rend compte de l'activité de la troupe de Molière, mais qui ne rend pas compte forcément de sa vie, de la vie. Alors on a quelques actes signés, comme le mariage que j'ai vu d'ailleurs, et touché de mes propres mains, j'étais bouleversé, on m'avait mis des gants aux archives de Paris, l'acte de mariage d'Armand Bouchard et de Molière. Oui, ça c'est c'est très émouvant. Oui. Vous jouez sur scène juste en famille. C'est votre femme qui a réglé, elle, la mise en scène de ce spectacle. Oui, mais vous savez, ça fait 35 ans de compagnonnage actif et passionné. Qu'est-ce que ça veut dire ? Et ça veut dire tout simplement que j'aime pas le bruit des fourchettes et qu'il vaut mieux quand on mange à table, et qu'il vaut mieux, je suis tellement passionné par mon boulot qu'il valait mieux qu'on le partage, que j'en rende compte, ou que fatigué, je passe à autre chose et que je m'ennuie chez moi. Donc on travaille tout ensemble, mais tout, que ce soit mes rôles, c'est elle qui me fait apprendre mes textes et qui sait me les faire apprendre. Oui, c'est entre guillemets un vrai métier. C'est elle qui, lorsque j'écris un livre, ce qui est en train de se faire en ce moment, me corrige. À le regard bienveillant ou le regard elle replace mon texte. C'est magnifique d'avoir ça, c'est sublime, oui, c'est très beau, c'est une belle traversée de la vie, oui, c'est important pour moi en tout cas. Alors Molière est évidemment un personnage important pour vous, pour l'héros aussi, parce qu'il a fait un passage remarqué du côté de Pézenas, voilà, tout à fait. Mais je dirais que pour un homme de théâtre, parce que vous êtes d'abord un homme de théâtre, on y revient quand même. Oui, alors on y revient. En même temps, je n'aime pas du tout les phrases très parisiennes et très mondaines du type quoi de neuf Molière. Ça ne veut strictement rien dire. Dieu merci, il y a des choses autrement plus neuves que Molière. Alors, quand on dit c'est notre grand patron, nanana, cette espèce de suraffect qui peut exister autour de lui,
dit, me gêne un peu. Mais ce qui est vrai, c'est que ça fait partie de nos grands classiques. Pour que l'arbre bourgeonne, il lui faut des racines, et ma foi, ça n'est pas plus mal que de temps en temps d'entourer toute la création contemporaine dont on a peut-être encore plus besoin par nos structures classiques. Les fondamentaux. Mais attention. À l'heure actuelle, et Alors voilà, c'est ce que j'avais dire, les racines. Il y en a qui se les approprient un peu vite, les racines. L'actualité nous le raconte tous les jours en ce moment. Quand on pense que l'odieux voyou de la République, M. Fillon, cite Victor Hugo à tout bout de champ, c'est scandaleux. Quand on se rend compte que Mme Valérie, Pécresse, cette espèce de mécréante épouvantable, ose appeler une loi Molière, qui est une loi dégueulasse, ça vous met en colère, ça, oui. horrible, qui déjà entérine on n'avait dit pas la politique, le Jacques programme Weber, du Front National. Je trouve ça mais épouvantable. Et en plus de lui accoler au cul, de lui accoler le mot Molière, je trouve ça effrayant, parce que Molière, c'est le contraire de ces cons-là. C'est le contraire de cette espèce de soi-disant retour à notre identité nationale, soi-disant retour. Tous ces termes totalement incultes, vides de tout sens. Moi, ça me rend fou. Mais vraiment, déjà, la loi elle-même, c'est surtout la loi elle-même, parce qu'après tout, c'est pas si important que ça, mais quand même de mettre la loi Molière, c'est vraiment des façons de s'accaparer de très grands textes qui ont une subversion nécessaire et non pas une espèce de plan soi-disant voilà, c'est notre histoire, mais ça n'a rien à voir avec ça. Si vous saviez combien Molière a combattu, à quel point il était subversif. En ce moment, il semblerait que je joue dans peu de temps Tartuffe, mise en scène par Peter Stein. Quand on voit ce qu'a été le combat pour Tartuffe à son époque, mais c'était d'une subversion absolument incroyable. On a encore cette subversion voilà. Alors moi, dans les nouveaux écrits. Je m'énerve parce qu'il y en a marre, parce que tout le monde parle très poliment du phénomène du Front National. Tout le monde parle très poliment de la voyouterie de M. Fillon. Tout le monde parle très poliment de tout. Et on mélange tout. Et on nous parle des fake news. Il n'y a pas de fake news. Tout est faux dans leur discours. Tout est absolument faux. Comment voulez-vous... bon, pardon, ça y est, je me suis... Non, mais on vous écoute. Attendez, on connaît juste qu'on revienne sur quelque chose. Les trois raisons qui ont fait que je viens jouer ici, d'abord, c'est parce que, on va dire, mais pourquoi vous venez jouer ici? Parce que par fidélité, par amitié pour Élodie Saos, qui d'un seul coup, je dois imaginer les difficultés que c'est de reprendre un très très beau lieu. J'ai dit, bon, j'y vais. Ça, vous savez qu'il y a trois raisons dont chaque est suffisant. Ça s'appelle la fidélité, ça, cela dit. Et trois raisons dont chaque est suffisant seul. La deuxième, c'est que je trouve que la vie de Molière est assez peu connue, en tout cas dans ses débuts, par la difficulté. On parle toujours du Molière adopté et même, comme on dit, manœuvré, manipulé par Louis XIV et par les contre-pouvoirs qu'il y a à l'époque. Mais je pense que l'important, c'est incroyable ce combat qu'il y a pour une forme de liberté d'expression de Molière à ses débuts et toutes les difficultés qu'il a rencontrées. Et je trouve que c'est un texte extrêmement vivant et sur le plan littéraire magnifique. Et puis la troisième chose, c'est que je trouve, si ce texte peut dire voilà qui c'est Molière, et non pas ce qu'on veut vous faire croire qu'il est en ce moment, c'est pas mal. Remettre un peu la vérité à sa place. Juste une précision, je rebondis sur ce que vous avez évoqué il y a un instant. Jacques Weber, vous avez prévu avec François Morel, de rejouer un moment culte sur l'entre-deux-tours de la présidentielle. Oui, expliquez-nous. Si vous voulez, j'ai fait cette expérience avec Jean-François Balmer il y a quelques années en prenant les deux débats 74 et 81 de Giscard et Mitterrand. Ça avait ceci aussi de très théâtral, c'est qu'il y avait première manche, deuxième manche, presque vengeance. Voilà. Et on a vu à quel point les gens comment dirais-je, trouvait cette théâtralité formidable et réagissait de façon magnifique. On était même surpris par les réactions des gens sur ce débat. Et quand j'ai relu le débat Chirac-Mitterrand, c'est pas pour opposer, parce que très souvent on oppose, on dit à l'époque, qu'est-ce qu'il parlait bien, etc. Certes, il y avait un langage chez Mitterrand qui est absolument splendide. On n'est pas au cœur des affaires dans lesquelles on est aujourd'hui en 2017. Intellectuel de la part de Jacques Chirac, il s'exprimait moins bien. Et on a deux compétiteurs absolument brillants, et c'est d'un très très haut niveau. Mais surtout, c'est de se rendre compte de la pérennité des sujets. Les sujets les obsessions sont les mêmes. Le chômage, l'identité, les ressources écologiques ou non. En revanche, la qualité littéraire, vous pensez avoir la même là, cette fois-ci, ce coup-là? Non, mais je crois pas que. En même temps, faut tout à fait se méfier, parce qu'il y a parfois
du fait de l'enjeu, du fait du face-à-face. Et c'est ce qui fait que c'est théâtral, parce que c'est très humain et c'est bourré de faiblesse. C'est bourré d'une structure sur le plan de l'écriture orale, si je peux m'exprimer ainsi, absolument magnifique, qu'on trouve beaucoup moins à l'heure actuelle dans les diverses interventions qu'on peut entendre. Mais il y en a qui s'expriment très brillamment. Moi, Macron n'est pas forcément ma cup of tea. Mélenchon, j'aime beaucoup la façon dont il s'exprime, mais c'est des qualités différentes de celles extrêmement littéraires de Mitterrand, par exemple. Mais c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est de voir à quel point où se situe l'éphémérité, l'absurde et l'humain du débat politique. Ça part de falsification, ça part d'authenticité, ça part d'émotion. Par exemple, à un moment, il y a un débat extrêmement passionné et fort, et en deçà des mots sur la Nouvelle-Calédonie, qui est absolument inimaginable. Et puis le moment où il dit regardez-moi dans les yeux, c'est quand même un coup de poker hallucinant. Si moi je vous dis mais regardez-moi dans les yeux je dis oui, je vous regarde dans les yeux. Voilà, c'est fini, c'est terminé. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à un moment Chirac est tellement sidéré de l'aplomb de Mitterrand qu'il tombe dans le piège. Il dit écoutez, allez, on va jouer le jeu de la vérité. Le jeu de la vérité, tout le monde sait que c'est le piège le plus énorme de l'histoire du monde. Et voilà. Et donc, cette histoire de regardez-moi dans les yeux, c'est quelque chose de très, très humain et très fragile. À un moment, je vous prends un exemple, pardonnez-moi de garder le micro à ce point-là, mais je suis là pour ça. Mais vous êtes là pour ça, oui. Mais à un moment, dans le débat Giscard-Mitterrand, il s'embarque sur le prix de l'huile. De l'huile. C'était une personne s'en souvient de ça. Et à un moment, Giscard, très malin, fait, mais pour surprendre Mitterrand, il lui dit d'où vient cette huile, monsieur Mitterrand? Et il y a Mitterrand qui répond, mais sans souci, de l'arachide. Bonne réponse. Et ça, c'est inouï. Et je me souviens que la salle a explosé de rire quand on a parlé de tout ça. Non, c'est très troublant. Et puis quand même, il y avait quand même dans l'intelligence inimaginable littéraire. Car Chirac n'est pas un imbécile, bien évidemment, même si je n'aimais pas trop son opinion, mais c'était pas du tout un crétin. C'est deux intelligences différentes. C'est ce qui est prévu. C'est le projet immédiat, c'est donc de rejouer avec François Morel cet entre-deux tours de la présidentielle. On joue à la salle du jeu de paume, où c'est déclarer la première constitution de la République, ce qui est quand même magnifique, c'est très émouvant, c'est à Versailles. C'est une salle qui paie pas de mine, c'est une salle de jeu de paume, quoi. Et puis après au théâtre de l'Atelier. Et ben voilà, il est 12h20, Jacques Weber est avec nous. On écoute une très belle voix, celle de Julien Doré, on se retrouve juste après. On va peut-être un petit peu revenir sur ce parcours de comédien. Ah mais pardon de quoi, Jacques Weber? Pardon de rien. On se retrouve dans 3 minutes. France Bleu au midi. Agnès Muller, Gilles Moreau. Jacques Weber, ce soir sur la scène du Centre culturel Léo Mallet pour cette lecture, on peut le dire comme ça, de ce roman de Monsieur de Molière que vous venez présenter donc du côté de Mirval. J'aimerais qu'avec vous, Jacques Weber, on revienne un peu sur votre parcours aussi, le parcours de l'homme, du comédien, de l'homme passionné. Ça, on le sait depuis longtemps et on l'a encore constaté aujourd'hui. Passionné, vous l'avez toujours été, je crois, de la voix aussi, des voix et puis de certains personnages. Alors, en regardant un petit peu comme ça les noms de ceux que vous avez croisés dans votre carrière, j'en ai relevé 2 ou 3. J'aimerais bien que vous nous en disiez un mot. Je peux vous faire écouter quelques extraits? Allez-y. Alors le premier, je pense que ça va vous rappeler quelques souvenirs. Déjà, ça vous fait rire. Ah, madame. J'aimerais que vous nous expliquiez pourquoi c'est tout simple. J'étais fou amoureux de Liza Minnelli et j'étais tellement dingue que j'étais capable de m'endetter pour louer 5 places au premier rang pour être isolé. Quand il vous voit, en fait. Voilà, quand il ne voit que moi. Bon, en même temps, vous voyez Jacques Weber quand vous arrivez quelque part. J'arrivais avec le bouquet de fleurs, je mettais de la bronzine molineux pour mais vous l'avez dragué carrément. Bien évidemment. Mais vous avez même loué une chambre d'hôtel à côté de son hôtel, non? Oui. Et alors j'avais le bouquet de fleurs, et quand elle chantait, je lançais mes fleurs, qui étaient le rappel des fleurs que j'avais envoyées en corbeille. Oh là là là. Parce que je voulais battre Rothschild, qui la draguait comme un malade. Ça a dû coûter de l'argent, J'avais du mal quand même, c'était compliqué. Et un jour, j'étais au premier rang, et je lance mon petit bouquet, et elle arrête son orchestre, elle fait stop. What is it? Alors qui est-ce dans la salle? Alors tout le monde me regarde comme ça, et moi comme un con,
J'aurais été un peu courageux, j'aurais fait « It's me ». Je serais monté sur scène, j'aurais dit « I love you » et tout. Oui. Et comme un con, je fais... Sous le siège. Complètement sous le siège. Ouais. Elle fait OK, 1, 2, 3. Et Elle se met à chanter tant que la terre tournera. Nous on s'aimera, nous on s'aimera. Manque de peau le jour où peut-être qu'on aurait pu prendre un café. Il y avait son homme qui débarquait. Bon, bref, voilà. Tout Et ça. ben voilà. Donc, Ça, bon. je peux raconter l'histoire car il ne s'est rien passé. Voilà. Très bien. Liza Minnelli. Très bien. Alors, deuxième extrait, là, on est dans un autre monde. Et en plus, l'extrait s'écoute, vous allez voir. L'inventeur de la torture, Oh là du là. gibet, du bûcher, Du du bûcher, chapeau, de la chaîne électrique, c'est électrique, et du Pierre fusil, Brasseur. des gaz empoisonnés par-dessus tout, de la justice, du devoir, du patriotisme, et de tous les autres mots en isme, grâce auxquels cela même... Rien que la voix, c'est du talent, c'est du génie. Quoi. Plus humain, Moi, se ça a laisse été convaincre. ça a été mon papa de théâtre, Pierre Brasseur. J'ai commencé, j'avais 15 ans et demi, je jouais de Chao avec lui. Oui. Et on allait, alors il m'a fait connaître la nuit. Moi, je buvais pas, donc je buvais de l'orangina. Lui ne buvait pas de l'orangina. Il vous a appris la nuit? Ah oui, vraiment. On a tout fait. On avait jusqu'à 6 heures du matin, ça se finissait avec la soupe à l'oignon, l'empigale et tout. C'était hallucinant. Mais ce qui était très beau aussi, c'est que parfois on rentrait chez lui. Il avait un petit théâtre chez lui, boulevard Beaumarchais, et il me faisait répéter mes scènes. Incroyable. Alors, si je jouais une femme, à un moment, il disait « Je vous ai refusé un baiser, le voilà, vous vous rendez compte ?» 3 heures du mat avec Pierre Brasseur à poil dans sa robe de chambre, et d'un seul coup, il me disait « Embrasse-moi du con !» Moi, j'étais tétanisé. Non, ce sont des très grandes histoires, mais Ouais. il m'a vraiment, c'est un homme qui m'a vraiment marqué. Et vous a appris D'ailleurs, beaucoup. j'en avais parlé un jour, Jean-Paul Belmondo aussi, je crois ça l'a marqué énormément. Troisième et dernier extrait avec notre belle personnalité. Bonjour, monsieur. Le metteur en scène. Monsieur, je m'excuse de m'excuser. Enfin, non. Passe une audition, là. Enfin, non, je vous demande rien. Hein. Je vous. Jacques là, Weber, vous c'est- dites que rien que d'en parler, ça vous bouleverse. Ouais, parce que c'est trop con, quoi. C'est Villeray, Jacques Villeray. Ouais, Jacques Villeray. Pas parce que c'est trop con que ce mec soit parti. Ou je pense que, contrairement à ce que les gens peuvent penser, il n'a pas fait la carrière qu'il devait faire. Ça devait être une carrière à la Rému, à la Michel Simon. Enfin, c'était un vrai génie, un type qui n'était pas si facile à suivre parce que quand il avait bu un coup de trop, ça devenait absolument effrayant, mais on le savait tous. Mais je pense que j'ai rarement vu quelqu'un d'aussi humain, doué et une intelligence de jeu, quoi. C'était genre Charleston. Enfin, c'était pour nous vraiment un immense exemple. Puis c'était un type d'une drôlerie, mais incroyable. Et voilà, il est parti comme beaucoup d'autres. Voilà, c'est horrible. Je trouve ça dégueulasse. C'est injuste. Mais vous savez, moi, c'est pour ça que j'ai arrêté de boire. J'étais alcoolo aussi, et j'ai tellement de camarades qui sont partis à cause de cette saloperie que j'ai envie de dire à tout le monde, faites gaffe, les mecs, faites gaffe. Oui, C'est parce bien que un petit ça peu va trop. vite et on ne s'en rend pas compte. Je crois que vous vous en êtes rendu compte un jour où vous Ouais, un avez jour, j'ai- visualisé, quoi. Voilà, j'ai vu un jour, il y a un gars qui me dit, un toubib, Les je lui litres. dis, vous savez, moi je bois pas, enfin je suis pas un alcoolique, je bois de temps en temps. Il me dit, non mais d'accord, mais qu'est-ce que vous buvez par jour? Et là je commence à raconter. Je me rends compte de la dose considérable que je buvais, je sais pas, 5-6 litres d'alcool par jour. C'est comme Depardieu qui le racontait sur les plateaux américains, il était à 6 litres de vin par jour. Ben oui, c'est effrayant, quoi. Donc, Et vous préférez maintenant dans votre jeu, dans votre... dans tout ça les faits sont là. Florent, on en parlait à cause de notre jeune camarade qui a fait la météo Yann. aussi brillamment. C'est Florent, un jour, je sors du théâtre et il me dit, je ne te parle pas, je t'écris. Et là, il m'assassine sur 3 pages. Mais seul lui pouvait Autour de m'assassiner. l'alcool Entre autres. Mais je jouais mal. Je devenais un gros cabot énorme. Je parlais un peu comme ça. Je me trouvais génial. Ce qui est d'une imbécilité crasse. Ça ne veut pas dire que tous ceux qui boivent sont mauvais. C'est pas ça que je veux dire. En tout cas, moi, ça s'est traduit comme ça. Bref, je m'en suis sorti et je suis très heureux d'atteindre le 3e temps de la vie avec sérénité. C'est joliment dit. Voilà. Vous avez envie d'aller entendre cette voix magnifique. On n'a pas parlé des Et voix. vous voyez non ce plus. que je veux vous dire, ce qui est marrant Oui. dans le Molière, Dites-moi. c'est qu'il y a cette vie-là. Oui. C'est-à-dire quand je vous raconte Minelli, et que je suis dingue d'amour, voilà, moi ce que j'aime bien faire les lectures comme ça,
où ça se met à revivre à fond la caisse, parce que je suis pas, il y a des mecs qui le font merveilleusement. Je ne suis pas un teaser. Vous savez, à la table, au bureau, très sagement, non. C'est pas mon truc. Moi, j'arrive, je balance les feuilles dans tous les sens, ça et ça vit. Et ça vit, c'est comme ça qu'on va. C'est comme ça qu'on va terminer. Vous aime. Allez au centre culturel Léo Mallet ce soir à Mirval. Écoutez cette voix magique de Jacques Weber et le roman de Monsieur de Molière. Merci beaucoup, vraiment, sincèrement. On aurait passé 3 heures avec vous, je pense. Oui, moi aussi. Oui, ça nous fait bien plaisir. Merci beaucoup, Jacques Weber. Merci à notre copain pour sa future carrière de Florent. Il est resté là, bouche bée, la bouche ouverte. Voilà. Il a pris un cours, je crois, aujourd'hui. Mais se faire applaudir par Jacques Weber, si on m'avait dit ça, je n'y aurais pas cru. Ça, c'est fait. Ça, c'est fait. Merci beaucoup, Jacques Weber. Merci. Retrouvez cette émission dès maintenant en podcast et sur francebleu.fr.